Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 13h à 100, la même heure partout au Mali. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour. À la une de l'actualité, une stratégie nationale multisectorielle de la promotion de la santé et du bien-être désormais disponible. Le document a été remis hier au ministre de la Santé et du Développement social. Il s'agit d'une réponse aux conclusions des États généraux de la santé et de la diligence dans l'atteinte d'un des objectifs du développement durable. À 100, un incendie parti d'un camion chargé de céréales s'est vite propagé dans des familles voisines. Si le feu a été circonscrit, le bilan fait état d'un blessé grave et des dégâts matériels importants. L'existence d'hydrocarbures dans les 10 camions serait à l'origine du sinistre. En Guinée-Bissau, les suspens restent entiers après la présidentielle du week-end dernier. Fernando Diaz, candidat indépendant, et Umaru Sissoko Embalo, le président sortant, revendiquent chacun la victoire alors que les résultats officiels ne sont pas encore disponibles. Et puis, suite du sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, en Angola, ce mardi, les chefs d'État se penchent sur un sujet sensible, les migrations. Si Africains et Européens affichent encore des différences, les dirigeants africains, eux, attendent de voir ce que l'Europe leur propose. Et puis, les sports football, Cannes Maroc 2025, la question des droits de diffusion des matchs était au centre d'une rencontre de haut niveau entre les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone. Coupe du monde des cadets, Qatar 2025, la finale se jouera ce jeudi entre le Portugal et l'Autriche. Avec Sragatou Cissé, nous aurons également les nouvelles de la Ligue des champions d'Europe. L'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Une stratégie nouvelle nationale multisectorielle de la promotion de la santé et du bien-être est désormais disponible. Le document a été remis hier au ministre de la Santé et du Développement social par la directrice du Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, CENIEX. Son élaboration est à la fois une réponse aux conclusions des États généraux de la santé et la diligence dans l'atteinte d'un des objectifs du développement durable. Le document guidera désormais toutes les actions entreprises dans le secteur pour promouvoir et garantir une bonne santé à la population pendant les 10 prochaines années. Le compte rendu de Awa Adama Koulibaly. Prévenir la maladie et offrir des soins adéquats à la population constitue un progrès certain. Mais permettre aux citoyens d'exercer un contrôle accru sur leur propre santé et de l'améliorer durablement représente l'idéal. C'est dans cette perspective que le Mali inscrit désormais son action en matière de promotion de la santé. Colonel-major Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On va se mettre ensemble, faire comprendre aux populations c'est quoi la santé, ce dont ils ont besoin pour éviter les principales maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont évitables. Par exemple, se laver la main, manger correctement. Il y a beaucoup de choses, donc c'est une partie de la santé qui avait été un peu négligée. Et maintenant, là, on est en train de rectifier le tir. En juillet 2023, l'Organisation mondiale de la santé a encouragé les États membres à adopter une stratégie capable de réduire les inégalités liées aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux, facteurs qui influencent directement la qualité de vie des populations. Dr Itama Maïkouli Christian, représentant par intérim du bureau OMS au Mali. La stratégie traduit cette approche globale et inclusive en mobilisant tous les secteurs, santé, éducation, agriculture, environnement, société civile, pour agir ensemble. La mise en œuvre de cette stratégie sera pilotée par le comité interministériel pour la promotion de la santé et de l'action sociale. Le CENIEX en assurera quant à lui la planification, la coordination, l'exécution et le suivi-évaluation. Le tout sous la supervision du ministère de la Santé.
Les travaux du 3e Forum international des secrétaires et assistants en abrégé FISA ont débuté hier à Bamako, organisé par la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistants de direction. L'édition 2025 est placée sous le thème « Impact des réseaux et de l'intelligence artificielle sur les activités du secrétariat ». La rencontre de 5 jours vise à renforcer les capacités des participants en matière de traitement et de gestion des documents administratifs. Sokona Kamisoko. Ils sont venus de plus d'une dizaine de pays d'Afrique pour prendre part à cette 3e édition du Forum international des secrétaires et assistants, FISA. La rencontre de Bamako découle d'un constat. Les secrétaires assistants et attachés de direction sont confrontés aujourd'hui à des défis liés à l'évolution des méthodes de travail, dont la numérisation et l'autonomisation de certaines tâches. C'est pour faire face à ces défis que se tient cette rencontre sous le thème Impact des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur les activités du secrétariat. Boko Massalimata Ouattara, présidente nationale Assad Malish. Il est important pour valoriser la fonction des secrétaires que l'on se donne la main pour parfaire les comportements, corriger les imperfections, évoluer avec la vitesse de la technologie afin de rendre plus performants nos différentes administrations. Toussida Ouedrago, présidente du Forum international des secrétaires et assistants. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les outils numériques ne sont plus une option. Ils constituent le cœur même de notre efficacité, de notre employabilité et de la valeur ajoutée que nous apportons à nos organisations. Former, partager et appliquer au quotidien constitue le meilleur moyen de transformer durablement nos pratiques. La rencontre offre aux participants de nouvelles opportunités en matière de l'exécution de leurs missions de tous les jours. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la dite Fédération. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Au-delà du rôle stratégique que jouent les secrétaires et assistants administratifs, ils constituent des acteurs clés du développement durable à travers l'impact direct de leurs prestations sur le climat social et la compétitivité des entreprises. L'adaptation des professionnels de secrétariat de direction ou d'assistants administratifs à ces nouvelles technologies constitue une condition d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion des documents au sein de nos entreprises et administrations. Toutefois, l'utilisation excessive des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle pose de nombreux défis. Dépendance aux outils numériques, perte de certaines compétences humaines, limitation de la gestion des situations complexes et la perte du contact humain. La rencontre de Bamako constitue un coup de pouce aux secrétaires assistants et attachés de direction dans la recherche de solutions face aux défis de l'heure liés à l'évolution des nouvelles technologies. Double comité de pilotage au ministère de la Réconciliation. Il s'agit de la 7e session du comité de pilotage et d'orientation du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS et de la 2e session du comité d'orientation et de pilotage du projet de résilience communautaire et des services inclusifs appelé projet Malidenko. Les administrateurs planchent sur les différents documents de gestion des 2 projets. Les détails avec Aloussine Touré. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel tient la 7e session de son comité d'orientation et de pilotage, tandis que le projet Malidenko tient la 2e session de son comité de pilotage et d'orientation. Le PCRS a beaucoup d'acquis sur le terrain. Ali Ndiaye, spécialiste de suivi et évaluation au PCRS. La bretelle de Komitogo dans la région de Mopti, nous avons eu à réaliser ça. Nous avons aussi la jonction entre la route principale et le port de Kona, qui est aussi un projet phare qui a été réalisé. Il y a en termes d'hydraulique ce qu'on peut citer au niveau de l'AEP de Tonka. C'est vraiment un problème crucial d'eau qui se posait et le PCRS est arrivé à résoudre ce problème. Le projet Malidenko n'est qu'à ses débuts, mais ambitionne d'améliorer l'accès aux services de base répondant aux besoins prioritaires dans les zones à risque. Il couvre les régions de Kaï, Tombouctou, Nioro, Taoudeni, Kidal et Nara. Amadou Traoré, coordinateur du projet Malidenko. Le projet a été adopté, a été mis en vigueur depuis février 2025 pour une durée totale de 4 ans. La zone d'intervention, c'est une 60aine de communes, 1000 villages
6 régions. Donc, 3 régions du nord, Kidal, Taorini et Tombouctou, et 3 régions du sud, Kaï, Nioro et Nara. Le plan de travail et de budget annuel pour 2026 du projet Mali Denko s'élève à un peu plus de 18 milliards. Le ministre de tutelle a exprimé son satisfait quant au déroulement des 2 projets pour lesquels il souhaite une poursuite dans la rigueur et la transparence. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La présente session nous convie à l'examen approfondi de plusieurs documents essentiels relatifs à la poursuite de la mise en œuvre du PCRSS et du projet Mali Denko pour l'exercice 2026. Il s'agit notamment de l'état d'exécution des recommandations issues de la session précédente, du compte-rendu des travaux de la dite session, du rapport d'activité couvrant la période de janvier à septembre 2025, ainsi que du plan de travail du budget annuel PTBA 2026. L'analyse du PTBA 2025, conduite conjointement par les unités d'exécution des 2 projets, la mission d'appui à la réconciliation nationale et les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées, mettent en évidence des progrès substantiels et hautement encourageants. Les travaux aboutiront à l'adoption des documents de gestion des 2 projets, toutes choses nécessaires au bon fonctionnement de ces structures dont les actions sont très attendues sur le terrain. 13h10, l'actualité dans les régions. À Gao, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée dans les activités menées courant 2025 par l'UNICEF dans la région de Gao. Cette information a été donnée lors de la revue annuelle du plan opérationnel du programme de travail 2025 de l'agence onusienne. 2 points étaient à l'ordre du jour, la présentation des résultats des travaux techniques et la validation politique des activités menées. Gao, le compte rendu de Adizatou Mohamed Maïga. Cet exercice qui réunit chaque année l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre vise à partager les activités réalisées, les difficultés de l'année en cours et les perspectives pour l'année à venir. Il s'agit également d'examiner les résultats et faire le point sur la gestion des partenaires dans le but de s'assurer de la bonne performance du programme. Patrice Yahi Kalanga, chef de bureau de zone UNICEF Gao, Menaka et Kidal. L'objectif du programme de coopération est de permettre aux enfants et adolescents, aux filles et garçons du Mali, en particulier les plus défavorisés, les plus démunis, les plus difficiles à atteindre, ainsi que ceux affectés par les crises, de vivre et participer au sein des communautés résilientes, de bénéficier d'un environnement protecteur, stimulant, favorable, qui leur permettent de réaliser leur plein potentiel tout au long de leur vie. Les discussions ont porté essentiellement sur la présentation des résultats des travaux techniques et la validation politique des activités menées dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection, le WOSH et la protection sociale. Seydou Makankeita, directeur régional du plan statistique Gao. C'est une activité charnière entre le programme 2019-2024 finissant et le nouveau programme prévu pour 2027-2031. Mamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao. La revue annuelle de cette année, elle doit donc être plus analytique que les précédentes et servir de plateforme pour entamer les réflexions autour des priorités annuelles et à venir et l'avenir des enfants du Mali. Mettre en place des mécanismes de prévention, de contrôle et de suivi des intrants pour éviter la vente directe et promouvoir une utilisation efficace. Pour chaque appareil donné, former un personnel de santé pour la maintenance et l'utilisation des appareils biomédicaux. Ce sont là quelques recommandations qui ont sanctionné la revue annuelle 2025 de l'UNICEF à Gao. Gao, Hadizatou Mohamed Mega, Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. À 100, un incendie parti d'un camion chargé de céréales s'est vite propagé dans les familles voisines. Le feu a été circonscrit au bout de 2 heures grâce à la promptitude des riverains et le concours des agents de la protection civile. Un blessé grave et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. L'existence d'hydrocarbures dans les 10 camions serait à l'origine du sinistre selon des témoins sur place. On en sait plus avec Drissa Kone de l'ORTM 100. De la fumée noire se propage dans le ciel de sang. Une matinée paisible perturbée par l'incendie au quartier Carantela. Les riverains et autres passants venus porter main forte sont en panique générale. Chacun fait de son mieux car l'urgence est là. De l'eau, du sable, tous les moyens sont déployés pour contenir le feu qui se propage dans des familles voisines. Les témoins racontent. Mamadou Traoré. Moi, j'étais assis dans ma cour, j'ai entendu les bruits.
Bon, brusquement, je suis sorti, j'ai vu que le camion est en flammes. Donc moi, je leur ai demandé d'aller un peu en arrière et décrocher la cabine. Donc ils ont fait ça. Donc ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé. Ça, il me semble qu'il y avait du carburant dedans. Une résilience est appuyée par les soldats du feu. Lieutenant-colonel Bakay Sidibé, directeur régional de la protection civile des Sangs. Nous nous sommes débrouillés quand même pour éteindre le feu avec l'appui de la population. Je pense que c'est l'occasion pour moi et le lieu pour féliciter vraiment cette brave population de Karantela qui nous a porté main forte pour éteindre le feu. Après 2 heures de dur labeur, le feu est circonscrit. Pas de pertes en vie humaine, mais un blessé grave et de nombreux dégâts matériels. L'enquête suit son cours pour déterminer les causes exactes, mais d'ores et déjà, il est conseillé à tout un chacun de faire très attention dans le transport illicite et la conservation des hydrocarbures. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. 13h15, vous êtes sur le RTM, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée-Bissau, le suspense reste entier après l'élection présidentielle de ce week-end. Fernando Diaz, candidat indépendant, et Umaru Sissoko Embalo, les présidents sortants, revendiquent chacun la victoire alors que les résultats officiels ne sont pas encore connus. Diaz s'est dit confiant, affirmant avoir remporté le scrutin dès le premier tour et dénonçant des tentatives d'ingérence. Embalo, lui, assure qu'il n'y aura pas de second tour. La commission électorale appelle au calme et promet de publier les résultats d'ici jeudi, rappelant que toute annonce prématurée est interdite. Plus de 65% des électeurs ont participé à ce scrutin suivi par plus de 200 observateurs internationaux qui jugent le processus globalement transparent. 12 candidats étaient en liste dans un contexte politique tendu marqué depuis 2020 par plusieurs tentatives de déstabilisation contre le régime en place. À Luanda, le sommet UA-UE se poursuit. Près de 80 chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur des questions cruciales, paix, sécurité, gouvernance, mais aussi multilatéralisme. Des crises comme celle en Ukraine, en RDC, au Soudan ou encore au Sahel ont été également abordées. Ce mardi, les regards se tournent vers un sujet sensible, à savoir les migrations. Africains et européens affichent encore des différences. Les dirigeants africains attendent de voir ce que l'Europe leur propose. Même si certains chefs d'État ont déjà quitté la capitale angolaise, les discussions se poursuivent avec l'ambition de construire une relation plus juste, plus inclusive et bénéfique pour les deux parties. Au Soudan, le chef de l'armée général Abdel Fattah al-Burhan a rejeté la proposition de trêve présentée par les États-Unis pour mettre fin au combat entre son armée et les forces de soutien rapide du général Hemeti. Lors d'un discours dimanche devant ses hauts gradés, il a qualifié les plans américains des pires jamais proposés, estimant qu'il menace l'existence de l'armée soudanaise tout en laissant intacts les FCR. De son côté, le général Hemeti a annoncé une trêve unilatérale de 3 mois. Le différend reflète des tensions plus larges autour de l'influence supposée des frères musulmans sur l'armée, point donc soulevé par Washington et critiqué par al-Burhan. Des experts appellent à une médiation renforcée, notamment via les Émirats arabes unis, pour imposer un cessez-le-feu durable et mettre fin à la crise qui affecte le pays. En Égypte, les électeurs reprennent le chemin des urnes ce mardi pour le 2e jour consécutif. Comptant pour le second tour des élections législatives, 13 gouvernorats sont concernés, soit 73 circonscriptions. Plus de 1300 candidats se disputent les sièges dans les circonscriptions uninominales, tandis qu'une liste électorale est proposée dans plusieurs secteurs du Caire, la capitale et du Delta. L'autorité nationale des élections invite les citoyens à voter et promet un scrutin transparent, fidèle à la volonté du peuple. Près de 35 millions d'Égyptiens sont attendus pour ce second tour, un rendez-vous clé pour l'avenir politique du pays. Tension au niveau de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Au moins 10 civils ont perdu la vie dans la nuit d'hier lors de frappes aériennes pakistanaises dans l'est de l'Afghanistan. Parmi les victimes, 9 enfants et une femme. Kaboul dénonce un crime et promet de répondre, promet une réponse adaptée. Ces frappes surviennent au lendemain d'un attentat suicide contre le quartier général des forces de sécurité pakistanaises dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a assuré que les responsables présentés comme des ressortissants afghans seraient
retrouvés et punis. Les sports dans quelques instants. L'actualité des sports de ce journal sera animée avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berté. CAN Maroc 2025, c'est dans un mois. Le sujet sur les droits de diffusion des matchs était au centre d'une rencontre de haut niveau entre les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone. Oui, c'était à Lomé au Togo à la faveur d'un atelier d'échange. Les premiers responsables de ces chaînes de télévision ont constitué une seule voix pour dénoncer les agissements de la CAF à offrir 32 matchs sur les 52 de la CAN Maroc 2025. Toute chose que les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques n'ont pas apprécié et ils l'ont fait savoir de façon officielle. On écoute le directeur général de l'ORTEM, Hassan Baba Diobel. On s'est retrouvé donc pour de vive voix porter cette préoccupation au niveau des responsables de New World TV, mais également de la CAF. Les discussions, il faut le souligner, ont été quand même assez chaudes. Nous avons longuement échangé avec le représentant de la CAF qui était là. Les charges de la CAF sont telles qu'il est important pour la structure d'aller chercher des partenaires ailleurs qui mettent la main à la poche pour équilibrer les dépenses. Et c'est ce qu'on a compris, comme on l'a dit précédemment dans la première correspondance, que sur le même espace, nous avons quand même un concurrent qui a l'intégralité des matchs. Donc il n'y a pas de raison que nous, en tant que médias publics, on ne soit pas traités de la même manière. Mais après ces explications, on a compris effectivement que derrière, quand même, c'est un gros business, il faut le dire, et que aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la CAN Maroc 2025, il n'y a pas de recul possible, mais les portes ne sont pas fermées. Je crois qu'après la compétition, on va se retrouver encore une fois pour voir comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre à ce niveau-là. Donc la CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. Cette information avait à votre connaissance. La 3e édition du festival foot féminin, initialement prévue ce mardi au stade Mamadou Konaté, est reportée à samedi au même lieu. Il regroupera plus de 300 jeunes filles âgées de 8 à 15 ans. C'est un festival visant à promouvoir et vulgariser le foot féminin. Il est organisé par la FEMAFOOT et supervisé par la FIFA. A noter que Bougouni et Kati avaient abrité les précédentes éditions en 2021 et 2024. C'est la CC, on passe à la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. La finale se jouera ce jeudi entre le Portugal et l'Autriche. Hier en demi-finale, le Portugal s'est débarrassé du Brésil au tir au but 6-5. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 0-0. L'Autriche s'est imposée devant l'Italie 2-0. Portugal-Autriche, une affiche inédite en finale de Coupe du Monde des cadets. Portugal-Autriche, un duel 100% européen comme en 2023. Le match de classement opposera toujours ce jeudi le Brésil et l'Italie. On termine avec la Ligue des champions d'Europe, poule unique, 5e journée. Parmi les matchs de ce mardi, des retrouvailles au parfum des revanches. Chelsea FC Barcelone, Manchester City Leverkusen, Marseille Newcastle et Dortmund Villarreal. Ces rencontres citées débutent à 20h. Temps universel. Auparavant, à 17h45 à suivre Ajax Amsterdam, Benfica Lisbonne. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Ainsi se referme ce journal. À la mise en onde, Alimata Ouattara, mise en ligne Bekaï Sissé et Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec Seydou Fomba. Dans un instant et juste après nous, retrouvez Moussa Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un excellent après-midi. Au revoir.